Dans un service des urgences surchargé et exigu de l'hôpital communautaire de Jefferson Street à Memphis, la soignante Ruth Callahan se faisait humilier à chaque poste par son chef, qui croyait que les femmes n'étaient faites que pour aller chercher des cafés, pas pour prendre des décisions. Puis, une nuit, elle paya discrètement un repas à un jeune soldat affamé dans la cafétéria de l'hôpital, sans imaginer que ce petit geste de gentillesse allait faire surgir son passé enfoui à travers tout le pays. Parce qu'à l'aube, 180 marins du Navy SEAL déboulaient vers ses portes d'urgence, et tout l'hôpital allait enfin découvrir qui venait de sauver une simple infirmière. Avant de commencer, faites-nous un petit plaisir. Appuyez sur le bouton j'aime. Dites-nous dans les commentaires où vous écoutez cette histoire ce soir, et abonnez-vous pour ne rien manquer. Bienvenue sur Secrets of Silent Badges. Tu n'as pas d'opinion, Callahan. Tu as un balai. Le docteur Earl Whitmore ne leva même pas les yeux quand il prononça ces mots. Il tendit simplement le dossier comme si elle était un porte-manteau. Ruth Callahan le prit. Elle le prenait toujours. La salle d'attente de l'hôpital communautaire de Jefferson Street était bondée. C'était un mardi soir à Memphis, et l'urgence sentait le désinfectant, les manteaux humides et l'épuisement. La moitié des ampoules du plafond clignotaient. L'autre moitié avait rendu l'âme. L'I6 a besoin d'être nettoyé, dit Whitmore. Le petit Ramirez a encore vomi, et dit à la radio que je veux les radios de l'heure. Le Lit 6 a aussi besoin d'une répétition de la tension artérielle, répondit Ruth à voix basse. Il baissait à la dernière mesure, 88 sur 54. Whitmore finit par la regarder. Il avait 63 ans, les cheveux argentés, et portait son stéthoscope comme une médaille. Quand je voudrais qu'une infirmière interprète les signes vitaux, je le demanderai, dit-il, et ça ne sera pas toi. Deux internes plus jeunes rirent. Pas fort, juste assez. Ruth hocha la tête une fois. Elle se retourna et alla au lit 6. Ses chaussures ne faisaient pas un bruit. C'était la première chose que personne ne remarquait chez Ruth Callahan. Elle se mouvait dans le chaos comme l'eau contourne les rochers. Discrète, certaine. Disparaissait avant que vous ne la remarquiez. Elle avait 41 ans, mesurait 1,78 m, était solide comme une coureuse de fond, les cheveux auburn attachés en un court chignon qui ne se dénouait jamais, et des yeux verts qui restaient calmes quand les moniteurs hurlaient. Une fine ligne blanche traversait son sourcil gauche. Une cicatrice de brûlure ancienne enroulait le dessus de son avant-bras droit, pâle et lisse, habituellement caché sous sa manche. Personne à l'hôpital de Jefferson Street ne savait d'où venaient ces marques. Personne ne l'avait jamais demandé. Elle travaillait le poste de nuit depuis 3 ans. C'était la infirmière qui prenait les patients ivres que personne ne voulait, celle qui s'asseyait avec des hommes mourants dont les familles ne venaient jamais, celle que Whitmore utilisait comme blague pendant les réunions du matin. « Callahan, va chercher !» C'était son expression préférée. Le petit Ramirez au lit 6 était un garçon de 9 ans, fiévreux et terrifié. Sa mère ne parlait pas un mot d'anglais et serrait un chapelet en plastique. Ruth essuya la bouche de l'enfant, changea les draps et vérifia sa tension elle-même. 84 sur 50, en chute. Elle préleva une perfusion sans être sollicitée, la suspendit et ajusta le débit d'un simple geste. Ses mains étaient trop rapides si quelqu'un avait regardé. Personne ne regardait. Puis elle trouva le médecin, le docteur Patel, et se plaça à ses côtés jusqu'à ce qu'il écoute. Critère de sepsis, dit-elle. Il a besoin de cultures et d'antibiotiques dans les 30 prochaines minutes, pas dans 3 heures. Patel hésita. Il jeta un regard vers le bureau de Whitmore. Docteur, dit Ruth. Sa voix ne monta pas. Elle devint simplement plus lourde, comme une main sur l'épaule. 30 minutes. Patel ordonna les antibiotiques. Plus tard, à la station des infirmières, son amie Denise lui poussa une tasse de café froid vers elle. Denise avait 55 ans, travaillait aux urgences depuis 20 ans et ne ratait rien. Un de ces jours, dit Denise, tu vas arrêter de laisser cet homme te parler comme ça. Des Satoises ici. C'est lui qui signe l'horaire, répondit Ruth. Ce n'est pas pour ça que tu le supportes, et on le sait toutes les deux. Ruth but une gorgée de café et ne dit rien.
Denise l'étudia. Tu sais ce qui est étrange chez toi, Ruti ? 20 ans dans cette fosse, j'ai vu toutes les infirmières pleurer, crier ou démissionner. Parfois les trois en même temps. Toi ? Je ne t'ai jamais vu flancher. Peut-être que je m'ennuie ? Les gens ennuyeux, c'est eux qui flanchent le plus. La radio du mur crépita. Un braquage sur la Mare Avenue. 2 victimes, ETA inconnus. Le panneau était déjà plein. Un homme dans la salle d'attente criait parce que son délai était de 4 heures. Quelque part, un bébé pleurait comme une sirène. Les yeux de Ruth parcoururent la pièce comme d'autres lisent une page. Les sorties, les angles de vue, l'homme qui criait, furieux mais pas dangereux, les mains vides, le adolescent dans le coin, capuchonné, en sueur, la main droite jamais sortie de sa poche, à surveiller. Elle ne savait pas qu'elle faisait ça, ou plutôt elle savait et avait cessé de lutter il y a des années. Certaines choses ne s'effacent pas. La voix du criard grimpa d'un cran. Il était grand, bronzé, des bottes de travail, et il renversa simplement une pile de dossiers d'admission sur le comptoir. Le garde de sécurité, Marcus Green, tout juste 23 ans, posa la main sur son radio et avait l'air terrifié. Ruth fut la première. Elle n'accéléra pas. Elle approcha de lui par le côté gauche en biais, les mains visibles, la voix en dessous du bruit au lieu de dessus. Mais sans c'est que... Monsieur, vous êtes là depuis 4 heures et personne ne vous a rien dit. C'est faux, et je suis désolé. L'homme cligna des yeux. La rage coule avec le rythme, et elle venait juste de sortir de son sillon. Ma fille est là-bas. Il dit, plus bas maintenant. Personne ne me dira rien. Baie neuf, poignet cassé, fracture fermée. Elle est attelée, confortable, et demande si son chargeur est dans votre camion. Ruth soutint son regard. Elle va bien. Vous pouvez respirer maintenant. Le visage de l'homme se tordit. Il s'assit par terre au milieu de l'allée, et Ruth s'accroupit avec lui un instant, une main sur son épaule. Quelque chose que personne d'autre n'entendit. Denise regardait depuis le bureau et secoua la tête lentement. 15 secondes. Ça avait pris la femme 15 secondes pour calmer un homme 2 fois plus gros qu'elle, et elle l'avait fait comme si elle remplissait un café. Au Bay 4, un vieil homme nommé Walter Boone attendait les papiers de sortie. 82 ans, la Corée dans les os, et une carte VA usée comme du tissu dans son portefeuille. Ruth changea le pansement sur sa jambe tandis qu'il se plaignait joyeusement de la nourriture. À mi-chemin, il se tut et l'étudia. Tu sais ce qui est drôle, jeune femme ? La façon dont tu attaches ça. J'ai vu des infirmiers de terrain attachés exactement comme ça, vite, serrés et jolis en même temps. Ses yeux étaient la voilée mais perçants en dessous. Et tu vérifies la porte à chaque fois qu'elle s'ouvre. À chaque fois. Ma vieille habitude aussi. Des antizitions totem. Je vérifie parce que le docteur Whitmore pourrait arriver, dit Ruth d'un ton léger. Il pas dit. Il est plus effrayant que n'importe quoi d'autre qui est entré ce soir. Walter rit jusqu'à ce qu'il s'étouffe, mais quand elle finit et ramassa ses affaires, il lui attrapa le poignet, doucement mais ferme. À quoi que ce soit, où que ce soit, dit l'ancien homme. Merci. Ruth le regarda un long moment. Repose cette jambe, monsieur Boone, dit-elle et s'éclipsa avant que son visage ne démente. À 23h40, Whitmore présidait au bureau principal en racontant à ses internes une histoire sur son fellowship à Vanderbilt. Il s'arrêta au milieu de la phrase quand Ruth passa avec une brassée de sacs de perfusion. « Callahan, mon bureau a besoin de café. 2 sucres. »« J'ai 3 patients sous perfusion, docteur Whitmore. Et j'ai 30 ans de médecine qui disent quand même que le café compte plus que ce qu'une infirmière pense gérer. » Il sourit aux internes. « Les dames sont faites pour chercher, les messieurs. C'est de la science. » Les internes ne rirent pas cette fois. L'une d'elles, une jeune femme, fixait le sol. Ruth posa les sacs de perfusion. Elle alla à la machine, versa le café, ajouta 2 sucres et le plaça sur son bureau sans un mot. Denise la regarda faire, mâchoire serrée. « Ah pourquoi ?» chuchota Denise quand Ruth revint. « Parce que ça ne m'a rien coûté, » dit Ruth. C'était presque vrai. Ce qui lui coûtait, elle le payait en privé.
À 4 heures du matin, en rentrant chez elle, en passant devant la rivière avec les fenêtres ouvertes quoi qu'il arrive, laissant l'air froid laver le poste de la peau. Son appartement était petit et presque vide. Une tasse de café, une chaise près de la fenêtre, une boîte à chaussures sur la tablette du placard qu'elle n'avait pas ouverte depuis 6 ans. Elle dormait 4 heures par nuit. Vieille habitude. Une partie d'elle était toujours à l'écoute. À 5 minutes passées minuit, sa pause dîner arriva enfin. 30 minutes. Elle se dirigea vers la cafétéria du sous-sol avec un billet de 5 euros dans sa poche et aucune idée que toute sa vie allait changer à cause de ça. La cafétéria était presque vide à cette heure. Les néons bourdonnaient au-dessus des rangées de chaises en plastique. Le grill était fermé. Seuls le frigo et les distributeurs tournaient encore. Et debout devant ces distributeurs se tenait un jeune homme comptant des pièces dans sa paume comme si c'étaient les dernières au monde. Il avait peut-être la vingtaine, mince et large d'épaules, cheveux un peu plus longs qu'un coupe militaire, sweat gris, jeans, basket usé au bord. Il avait dû pleurer cette nuit. Les hommes de cet âge pensent mot que ça ne se voit pas. Il compta les pièces 2 fois. 1,40 €. La machine en voulait 2. 25 € pour un sandwich qui avait l'air plus vieux que lui. Il remit les pièces dans sa poche et appuya sur le bouton pour un paquet de biscuits à 0,75 €. Ruth avait vu la faim avant, la vraie faim, celle que les hommes cachent derrière le dos droit et la mâchoire serrée. Elle l'avait vue dans des villages dont elle ne pouvait pas prononcer les noms à voix haute dans ce pays, et dans le miroir 1 ou 2 fois il y a longtemps. La machine se bloqua. Les biscuits pendirent à la bobine, se balançant, refusant de tomber. Le jeune homme posa les 2 mains à plat sur la vitre et baissa la tête. Ses épaules tremblèrent une fois, juste une fois. Puis elles s'immobilisèrent, parce qu'il l'avait ordonné. Ruth s'approcha. La 2e machine vole de l'argent depuis mars, dit-elle. On dirait que c'est la seule criminelle dans ce bâtiment avec un boulot stable. Il se redressa vite et essuya son visage avec son poignet. Là ça va maman, je vais bien. Maman, net, automatique. Ce seul mot lui en dit plus que son permis de conduire ne l'aurait fait. Quand as-tu mangé pour la dernière fois demanda Ruth. Je vais bien. 500 patriotes. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, soldat. Ses yeux s'écarquillèrent vers les siens, surpris. Elle aurait pu se donner une tape, imprudente. Chanceuse supposition, dit-elle en hochant la tête vers l'encre tatouée sur son avant-bras. Viens, le frigo est sur moi. Madame, je ne peux pas vous laisser. Tu ne peux pas non plus m'arrêter. Je suis plus rapide que je n'ai l'air. Et pour la première fois, le jeune homme faillit sourire. Son nom était Danny Mercer, second classe Petty Officer, United States Navy, stationné à Virginia Beach. Il ne dit pas à quelle unité, et Ruth ne demanda pas, parce que la façon dont il ne le dit pas lui dit exactement quel genre d'unité c'était. Elle lui acheta 2 sandwichs, une banane, du lait au chocolat et du café. Il protesta pendant tout le temps, et puis mangea comme un homme qui n'avait pas mangé depuis 2 jours, parce qu'il ne l'avait pas fait. Ralentis, dit Ruth. Personne ne reprend. Désolé, madame. Et arrête de m'appeler madame. Tu me fais mal aux genoux. Ça lui arracha un vrai sourire, rapide et juvénile. Et pendant une seconde, elle vit exactement à quoi il ressemblait à 10 ans. Ma grand-mère est en haut, dit-il entre 2 bouchées. 4e étage, soins intensifs. Madame Mercer, dit Ruth. Eleanor. Il leva les yeux. Ah, tu la connais? Descends en toi. Je monte quand il manque. Elle aime laisser la fenêtre ouverte la nuit. Elle dit que la climatisation est pour les gens qui n'ont jamais dormi dehors. Ruth s'arrêta. Elle parle d'un petit-fils, celui qui nage. La mâchoire de Danny bougea. Il regarda la table. Machadé. Elle m'a élevé pendant les étés. Chaleur de la delta du Mississippi. Pas d'air conditionné. Et elle restait debout devant la cuisinière à faire du gâteau de pêche, avec une cuillère en bois dans une main, les versets bibliques dans l'autre. Il fit tourner lentement le carton de lait au chocolat. Ils s'en sens j'ai mangé un. Ils ont appelé dimanche et dit quelques jours, pas des semaines. Mon commandement m'a accordé une permission d'urgence, mais les vols de Norfolk ont tout mangé. L'hôtel a pris le reste. J'ai pensé que je ne mangerais pas pendant quelques jours. Ce ne serait pas la première fois. Non, dit Ruth. Je n'imagine pas que ce serait.
Quelque chose dans sa voix le fit la regarder à nouveau. Vraiment regarder. Les gens regardent rarement Ruth Callahan. Elle était très bonne pour ne pas être regardée. Tu sers demanda-t-il. Je suis infirmière. Ce n'est pas un nom, madame. Mais dépend de cas. Ce n'est pas une réponse du tout, dit-elle, et elle sourit, et déplaça la conversation ailleurs comme un joueur d'échecs déplace une pièce qu'il n'avait pas vue. Ils parlèrent 20 minutes de Memphis et de savoir si le barbecue valait la peine, de la tarte à la pêche de sa grand-mère, et du ruban de la foire du comté qu'elle gardait comme un diplôme. De la machine au 2e étage qui faisait un meilleur café si on appuyait 2 fois. Il lui dit qu'Eleanor lui avait demandé la veille, clair comme un coup de cloche, s'il mangeait bien, et qu'il lui avait menti en plein visage aux soins intensifs, et que c'était la pire chose qu'il ait jamais faite. Tu n'as pas menti, dit Ruth. Tu as tenu une promesse une journée plus tôt, maintenant tu l'as tenue. Danny la fixa. Tu sais toujours ce qu'il faut dire ? Jamais. Je sais juste ce dont j'aurais eu besoin d'entendre. Puis il dit la chose qui arrêta son cœur. Mon père t'aimerait bien, dit Danny. Il a une règle. Ne jamais passer devant quelqu'un qui est à terre. Il l'a apprise d'une infirmière. Enfin, pas vraiment une infirmière, genre une. Genre une infirmière ? Répéta Ruth. Anonea dissandeconade enneadis. Il a été SEAL 22 ans. Il a été touché à Kandahar en 2011, dans une vallée que je ne peux pas prononcer. Hémorragie fémorale haute où un garrot ne va pas. Danny tapa sur la jointure de sa hanche. Juste ici. Le docteur a dit qu'il avait peut-être 4 minutes de sang en lui. La cafétéria bourdonnait. Ruth ne bougea pas. Pedro, c'est son copain de nage. Il dit qu'un hélicoptère de sauvetage est arrivé sous le feu quand personne d'autre ne le ferait. Et ce PJ saute en bas, rampe jusqu'à mon père et lui plante tout son poing contre l'os. Et il a chevauché le brancard comme ça, à genoux sur lui, tenant l'artère fermée avec ses mains nues pendant 19 minutes tout le long, jusqu'à l'aérodrome de Kandahar. N'aurait pas laissé le chef de l'équipage prendre le relais. N'aurait pas changé. 19 minutes. Il secoua la tête lentement. Il s'en met Il s'est réveillé 3 jours plus tard en Allemagne avec ses jambes encore sur lui. Les chirurgiens lui ont dit qu'un garrot ne marchait pas là-haut, trop haut. Ils lui ont dit que la seule raison pour laquelle il avait survécu, c'était que quelqu'un avait mis un poing contre cette artère et refusé de se fatiguer. Personne n'avait jamais eu son nom. L'unité était partie, les papiers s'étaient déperdus. Tout ce qu'il se souvient, c'est de cheveux roux qui sortaient d'un casque et d'une cicatrice de brûlure sur son bras. Il a passé 15 ans à raconter cette histoire. Chaque Thanksgiving, chaque anniversaire, chaque fois que je me plaignais que l'entraînement était dur, quelqu'un de la famille a tenu mes jambes ensemble pour que je puisse aller à l'école. Danny rit un peu, embarrassé. Quand j'ai fini mon pipeline, il m'a décoré. Et tu sais ce qu'il a dit ? Il n'a pas dit félicitations. Il s'est penché et a dit « Quelque part là-bas, il y a celle dont on doit une vie. Vie comme si la note est encore ouverte. » Il essuya sa bouche avec la serviette. Il écrivait des lettres pour la trouver. L'Air Force renvoyait des réponses sans forme. Elle est sortie, il disait. Pas d'adresse de suivi. Comme si elle venait juste de s'effacer. Peut-être qu'elle avait ses raisons, dit Ruth. Sa voix était parfaitement plate. C'était l'une de ses plus vieilles habiletés, et elle ne l'avait jamais été plus dure. Peut-être. Mon père dit que les héros sont juste des gens qui ne veulent pas de crédit. Danny froissa le papier de sandwich. Quoi qu'il en soit, il t'aimerait bien. C'est tout ce que je voulais dire. Sous la table, la main droite de Ruth s'était refermée sur son poignet gauche, pouce appuyé au point de pouls. Un vieux truc de terrain. 4 respirations en, 4 respirations tenues. Kandahar, 2011. La vallée d'Arghandab. Elle pouvait encore sentir ça si elle le laissait. Poussière de la couleur de l'os, fluide hydraulique, cuivre, coups de feu qui claquent sur les rochers pendant que l'hélicoptère hurlait en bas que la doctrine ne l'autorisait pas parce que le pilote était de 26 ans, et furieux, et bon. Et un maître-chef au sol avec son sang qui coulait entre ses jointures, jurant joyeusement pendant tout le vol pour qu'elle sache qu'il était encore vivant. Gros homme, barbe pleine de poussière. Il avait attrapé son casque d'une main sanglante quelque part au-dessus de la rivière et avait crié quelque chose qu'elle avait porté pendant 15 ans.
J'ai un garçon à la maison. Quoi que tu fasses, continue. Elle n'avait jamais appris son nom. On ne le donne pas au chirurgien. On se lave les mains. Et on retourne dans le bruit. Ceux qui vivaient devenaient des rumeurs. Ceux qui ne vivaient pas devenaient du poids. Elle avait porté les deux sortes hors de cette vallée. Seule une sorte était devenue plus légère. Ruth. Danny la regardait. Tu vas bien? Longue poste. Elle se leva et ramassa les ordures. Puis elle s'arrêta, tendit la main dans sa poche et posa un petit paquet de tickets de repas sur la table devant lui. Tickets de repas de la cafétéria. Le personnel en a quelques-uns chaque mois. Ruth n'en avait jamais utilisé. Detangich. Ce n'est pas de la charité, dit-elle avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche. C'est de la logistique. Un homme ne peut pas s'asseoir à veiller au chevet sur des biscuits. Ta grand-mère a besoin de toi fort plus qu'elle a besoin de toi fier. Danny regarda les tickets, puis elle, et ses yeux étaient mouillés, et il ne se donna pas la peine de cacher cette fois. Pourquoi tu fais ça? Tu ne me connais pas. J'ai connu quelqu'un comme toi une fois, dit Ruth en balançant les ordures dans la poubelle sans regarder. Dors un peu, deuxième classe. La salle d'attente de la famille au 4e a un canapé avec un ressort cassé. Le côté gauche va bien si tu t'installes comme ça. Ah, tu connais le mobilier si bien? Je connais tout sur ce bâtiment, dit-elle. C'est la seule chose intéressante chez moi. Elle était à 3 pas de la porte quand sa radio sonna. Alerte trauma. Alerte trauma. Blessé par balle. 2 minutes. Tout le personnel disponible à la réanimation 1. La voix était tendue. Trop tendue. La démarche de Ruth changea avant que son esprit ne rattrape. Plus long, plus rapide, talon à orteil, silencieuse. Danny la regarda partir. Plus tard, il dirait aux gens qu'il savait alors que quelque chose dans la façon dont elle était entrée dans cette porte ne correspondait à rien qu'il ait vu dans un hôpital, et correspondait à tout ce qu'il avait vu à Little Creek. Les portes de la baie d'ambulance s'ouvrirent à 0h51. Les pompiers arrivaient en courant, et le brancard entre eux était un fouillis de pansements humides et un garçon de 19 ans d'une couleur de papier. Marcus Hale, 19 ans, balle unique, gauche de l'aine, cria le chef pompier. Hémorragie jonctionnelle. Le garrot ne s'installe pas. On l'a emballé et on perd. Tension 60 palpations. Il a reçu 2 litres. Fréquence cardiaque 140. Jonctionnelle. Le mot fendit l'urgence comme une lame. Une blessure dans la jointure de la hanche, trop haute pour un garrot, trop basse pour une équipe thoracique. L'artère se cache contre le bassin là-bas, et quand elle s'ouvre, un corps se vide en minutes. Mettez-le en réa 1 cria Whitmore en filant des gants. Appelez l'OR. Faites venir le docteur Osé. Docteur? Osé finit un cas de côlon, appela la chef infirmière. Il dit 20 minutes, puis emballez, et tenez la pression jusqu'à ce qu'il arrive. Ruth était déjà à la tête du brancard. Clippant les sondes de monitorage, ses yeux faisant le calcul que les machines terrain étaient trop lentes à faire. Peau marbrée, lèvres grises, ventre de la blessure qui gonflait à travers la gaze à chaque battement, sombre et rythmique. 20 minutes. Le garçon avait 5. Peut-être. Docteur, dit-elle, l'emballage ne touche pas le vaisseau. Il a besoin d'une pression directe proximale sur l'artère contre l'os du bassin maintenant. Il a besoin d'un chirurgien, pas d'une infirmière avec des opinions. Plus de gaz, poussez ça là. L'interné enfonça un autre rouleau de gaz dans la blessure. Le sang la trempa avant qu'il n'ait fini. Le moniteur alerta. Tension 54. La mère du garçon avait suivi le brancard en criant son nom jusqu'à ce que la sécurité la retienne aux portes. Marcus, Marcus. Bébé, reste avec moi. Ruth regarda le visage du garçon. 19 ans. Le monde entier de quelqu'un. 51 sur 30. L'alarme changea de tonalité, et Ruth Callahan sentit quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se retourner, lent et énorme, comme un moteur qui était froid depuis 6 ans et qui se mettait enfin en marche. Anna bouge, dit-elle. Personne ne bougea, alors elle les fit bouger. Ruth s'interposa entre l'interné et le brancard, et ce n'était pas grossier, et ce n'était pas précipité. C'était comme le temps qui déplace les gens. Tu te retrouves juste ailleurs.
Elle retira d'un geste les pansements trempés de la blessure, prit sa stance sur la hanche du garçon, et enfonça le talon de son poing dans la jointure de son aine, en biais vers le haut, plaquant l'artère fémorale à plat contre l'os du bassin avec tout le poids de son haut du corps derrière. Le gonflement sombre et rythmique s'arrêta. Juste s'arrêta. « Oh! Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Whitmore se brisa. « Descends de mon patient. Contrôle proximal artère fémorale, pression directe contre la ramus pubienne. » Ruth ne le regarda pas. Ses yeux étendent sur le moniteur. « Le saignement est contrôlé. Vérifie ton compte de gaz et tu verras qu'il n'avait plus de volume à te donner. Tu vas écraser le vaisseau. Tu vas... Le vaisseau est déjà déchiré. Tout de suite, la seule chose entre ce garçon et son enterrement, c'est mon poing. Alors, je suggère qu'on utilise les 20 minutes suivantes bien. Une pause. Quelqu'un apporte un sac de pression sur cette seconde voie. Il a besoin de sang, pas de sérum. Type O négatif, 2 unités, et appel en 2 autres. Le silence tomba très fort dans la Réa 1 parce que tout le monde dans cette pièce avait entendu Ruth Callahan parler 1000 fois. Doucement. Prudemment. Oui, docteur. Tout de suite, docteur. Personne n'avait jamais entendu cette voix. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas nécessaire. C'était une voix qui supposait l'obéissance, comme la gravité suppose la chute. Et elle sortait de sa portant des baskets usées, et un haut de scrub bon marché, comme s'il vivait là depuis toujours. La chef infirmière bougea la première, puis l'internée, puis toute la pièce en même temps comme un souffle retenu qui se libère. O négatif, 2 unités. En cours. Sac de pression monté. Whitmore resta figé au pied du lit en regardant son urgence prendre des ordres d'une infirmière de nuit. « Callahan !» dit-il bas et furieux. « Éloigne-toi de ce patient ou je ferai enlever ta licence et ta personne par sécurité. Tu peux essayer les deux. » Ruth glissa son genou sur la rampe du brancard pour le levier sans jamais laisser la pression diminuer. Ses avant-bras étaient luisants jusqu'au coude. Ses mains ne tremblaient pas. Elles avaient cessé de trembler au moment où elle avait touché la blessure. Et chaque personne dans la pièce le remarqua parce que pendant 3 ans, toute l'urgence avait discrètement cru que Ruth Callahan avait un tremblement. Elle n'en avait pas. Elle en avait un déguisement. Et il était en train de tomber couche par couche. Alaïm. Fréquence cardiaque descend à 118, dit l'interné en fixant le moniteur. Pression ? Pression à 72 et en hausse. C'est impossible. C'est possible, dit Ruth. C'est juste pas confortable. Marcus. Elle se pencha sur le visage gris du garçon, sa voix descendant dans quelque chose de plus vieux que n'importe quel hôpital. Marcus, tu vas sentir que je t'appuie, et ça va faire mal, et cette douleur veut dire que tu gagnes. Reste avec la douleur. C'est un ordre. Les paupières du garçon papillonnèrent. Ses lèvres bougèrent. D'accord. Aux portes de la Réa, retenu par un garde de sécurité, Danny Mercer se tenait avec une tasse de café de distributeur qui refroidissait dans sa main. Il avait suivi le cri comme les curieux. Maintenant il ne bougeait pas, et il ne clignait pas, et la tasse inclinait lentement de côté dans sa prise, oubliée. Parce que sa manche s'était relevée jusqu'au coude, et enroulée autour du dessus de son avant-bras droit, pâle et lisse sous les lumières chirurgicales, était une cicatrice de brûlure, cheveux roux. Une cicatrice de brûlure sur son bras. Une femme à genoux sur un homme saignant, poing enfoui dans la jointure de sa hanche, refusant de laisser prendre le relais. 19 minutes, disait toujours son père. Elle l'avait tenu 19 minutes et n'avait jamais changé. Sur le mur, l'horloge passa 1h09. Ruth tenait la pression depuis 11 minutes. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, puis fit quelque chose de petit. Quelque chose que personne dans la pièce ne comprit. Elle sortit le marqueur de sa poche de scrub avec les dents, cracha le capuchon, et écrivit l'heure sur le front du garçon en chiffres nets et en bloc. Danny fit un son comme si tout l'air sortait de la pièce. Marquage de blessures de combat. Tant de garrots sur le front où les prochaines mains ne peuvent pas manquer. Il avait vu des corps médicaux le faire. Il l'avait gravé dans sa tête à Buds et au-delà. Il n'avait jamais vu ça à l'intérieur d'un hôpital américain fait par réflexe. Fait avec la mémoire musculaire de quelqu'un qui avait écrit sur un 100 de front dans le dos d'un hélicoptère hurlant. « Où est mon chirurgien ?» appela Ruth. 8 minutes, puis nous allons bien. Marcus, tu entends ça ?
8 minutes? Tu as fait 11. La partie dure est finie. Whitmore s'était retiré dans le coin, gants pendant des doigts, regardant son autorité s'écouler plus vite que le patient. Personne ne le regardait. Le docteur Hossé arriva à 1h17 avec l'équipe de l'OR derrière lui. Il jeta un coup d'œil à la blessure, un coup d'œil au moniteur et un long coup d'œil à l'infirmière collée à la hanche du patient comme si elle y avait été soudée. Qui a établi le contrôle proximal? Je l'ai fait, dit Ruth. Fémoral? Contre la ramus, 18 minutes. Il a reçu 2 unités de O négatif, la 3e en cours. Pression maintenue à 91. L'heure est sur son front. Osé cligna des yeux au numéro en bloc sur le front du garçon, puis à elle. D'où as-tu appris ça? Ça importe? Non, dit Osé. Nous allons prendre le relais. Quand je dis maintenant, tu libères et roules de côté. Maintenant. Ruth libéra, roula de côté, et l'équipe de l'OR avala le brancard et disparut. Porte battante, laissant derrière un sol gluant de sang et une pièce pleine de gens fixant une infirmière. Elle enleva ses gants, les jeta dans la poubelle et frotta ses avant-bras, qui lui feraient mal pendant 2 jours. Elle savait exactement combien il lui ferait mal. Retour au travail, dit-elle doucement. Le panneau est encore plein, et comme ça, la voix disparut. La posture se replia en elle-même, épaules rentrées, menton baissé, yeux doux. La femme la plus dangereuse de l'État du Tennessee ramassa un balai parce que le lit 6 avait encore besoin d'être nettoyé et le poussa vers le fouillis. Denise attrapa son bras quand elle passa. Le visage de son ami était pâle. « Ruthie, c'était quoi ça ?»« Vidéo d'entraînement, » dit Ruth. « Je l'ai regardé 2 fois. »« Ruth, laisse tomber aider, s'il te plaît. » Denise tint son bras une seconde de plus, puis « Et Eva !» Mais ses yeux la suivirent jusqu'au bout du couloir, et il voyait 3 ans de souvenirs qui se réarrangeaient. Le tremblement qui disparaissait dans les urgences, la façon dont elle savait toujours où étaient les sorties, la nuit où un patient combatif avait attrapé un scalpel et était quand même à terre et désarmé avant que la sécurité ait fini de se lever, pendant que Ruth se tenait de l'autre côté de la pièce en regardant innocente. « Vidéo d'entraînement, » murmura Denise. « Bien sûr, chérie. » Dans le coin, Whitmore enleva ses gants un par un, et son visage était passé du rouge à quelque chose de plus froid. Marcha au bureau et appela l'administrateur de l'hôpital chez lui à 1h30 du matin. « Gerald, c'est Earl. Sors d'abord le dossier d'une infirmière demain matin. Callahan, Ruth. Historique d'emploi, référence, licence, tout. » Une pause. Parce que soit elle a falsifié ses qualifications, soit elle cache quelque chose, et de toute façon je veux qu'elle soit partie vendredi. Il raccrocha et regarda le couloir où Ruth essorait un balai. Petite, grise et invisible à nouveau. « Profite des sols, dit-il doucement. Ce sont les dernières choses que tu nettoieras dans mon hôpital. » Il n'avait aucune idée qu'il était déjà trop tard. Dehors, dans le couloir, Danny Mercer se tenait le dos contre le mur de parpaing, en respirant comme s'il avait fini une course de 2 miles. Ses mains tremblaient quand il sortit son téléphone. Les siennes n'avaient pas tremblé une fois. Il était 1h23 du matin à Memphis, 2h23 à Virginia Beach. Son père répondit à la 2e sonnerie quand même, parce que son père répondait à la 2e sonnerie depuis 15 ans, depuis un hélicoptère, et un point d'étranger lui avait redonné le reste de sa vie. « Danny? C'est la grand-mère? » ?»« Non. Papa. » La voix de Danny se brisa, et il s'en fichait. « Papa, écoute-moi. Cheveux roux, cicatrice de brûlure, avant-bras droit. » Elle a tenu une fémorale contre l'os pendant 18 minutes ce soir, et elle a écrit l'heure sur le front du gosse. Et elle m'a acheté à manger, papa. Elle m'a acheté à manger parce que j'avais faim, et elle n'a même pas hésité. Silence sur la ligne, le silence particulier d'un gros homme qui s'assoit dur. « Fils ?» La voix du maître-chef Ray Mercer sortit rugueuse comme du gravier. « Regarde-moi à travers ce téléphone et dis-moi que tu es sûr. » « Elle est ici, papa. Elle a été ici toute la nuit à nettoyer les sols à Memphis, Tennessee, et il la traite comme si elle n'était rien. » Son chef lui fait chercher son café. Une autre pause, plus longue. Quand Ray Mercer parla à nouveau, sa voix avait changé en quelque chose que Danny n'avait entendu que quelques fois dans sa vie, et ça faisait se dresser les poils sur ses bras. « De Skaditar. Donne-moi l'adresse de cet hôpital, fils, et puis ne va nulle part. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Faire quelques appels. À Virginia Beach ?
Un arbre de téléphone plus vieux et plus rapide que n'importe quel canal officiel commença à s'allumer dans le noir. Coronado, Little Creek, San Diego, Tampa. Les anciens frogmen du Texas qui n'avaient pas porté l'uniforme depuis une décennie. Les gars actifs qui étaient de garde échangèrent des postes avant le soleil. Des hommes qui avaient porté d'autres hommes hors de vallée répondirent à leur téléphone à 3 heures du matin, écoutèrent un maître-chef qu'ils connaissaient tous dire les mots « on l'a trouvé », et puis se levèrent et commencèrent à faire les bagages. Personne n'organisa ça. C'est la partie que les civils ne comprennent jamais. Personne n'avait à le faire. Un groupe WhatsApp devint 4 groupes WhatsApp. Une station-service à Chattanooga s'épuisa de café à 5 heures du matin pour un convoi de camions avec plaque de Virginie. Quelqu'un du beau-frère d'un gars dirigeait une entreprise de bus charter à Nashville, et à l'aube 3 de ces bus roulaient vers l'ouest sur I-40 plein d'hommes discrets au dos droit gratuitement. À l'aube, 180 étaient en mouvement. Ruth Callahan n'en savait rien. Elle nettoya le lit 6, vérifia la fièvre du garçon Ramirez une dernière fois, et pointa à 7 heures pile. Elle avait payé 5 € pour un dîner pour enfants affamés. La note de ce que le monde lui devait allait bientôt tomber. Ruth rentra chez elle à 7h40 du matin, et ne dormit pas. Elle s'assit dans la seule chaise près de la fenêtre avec une tasse de café qui refroidissait dans ses mains en regardant le Mississippi passer du gris au brun au doré. Ses avant-bras faisaient mal. 18 minutes de pression proximale, pile à l'heure. Le corps se souvient de tout. C'était le problème avec le corps. On pouvait se renommer, déménager de 800 000, acheter un balai et une voix plus petite, et le corps se réveillerait à 4h50 sans alarme, cartographierait encore chaque pièce pour les sorties, saurait encore précisément depuis combien de temps un avant-bras fait mal après avoir tenu une artère fémorale fermée. Le corps gardait le curriculum que tu avais brûlé. Sur la tablette du placard, la boîte à chaussures était là où elle était depuis 6 ans. Elle se surprit à la regarder 2 fois et se força à s'arrêter. « C'est fini, » se dit-elle. Quoi qu'il arrive maintenant, le gosse est vivant. C'est tout le calcul. C'est toujours été tout le calcul. Son téléphone sonna à 11h52 du matin. Callahan. Gerald Foss, l'administrateur de l'hôpital, sonnait comme un homme qui lit à partir d'une carte. De jeudi pour Atensai. Nous avons besoin que tu viennes aujourd'hui. Il y a des questions sur la nuit dernière. Le patient a survécu, monsieur Foss. Jean... Ce n'est pas la question, madame Callahan. Ce n'est jamais la question, pensa Ruth, et raccrocha et s'habilla. L'hôpital communautaire de Jefferson Street ressemblait à autre chose de jour. Plus petit, fatigué. Le parking était plein de nids de poules, et le drapeau devant avait pâli de 2 teintes depuis que quelqu'un l'avait remplacé la dernière fois. Ruth entra par l'urgence parce que c'était la porte qu'elle connaissait, et le poste de jour devint silencieux comme une pièce qui devient silencieuse quand la personne dont tout le monde parle marche dedans. D'ici là, tout le monde avait parlé d'elle pendant 12 heures. L'histoire avait fait ce que les histoires font pendant un poste de nuit, doublé à chaque répétition. Elle avait fait de la chirurgie avec un couteau de beurre. Elle avait jeté Whitmore à travers la pièce. La rumeur avait ça en protection de témoins, travaillant pour la CIA. Caché d'un ex-mari célèbre. Un technicien de labo a juré l'avoir vu faire un pompier à une main sur le cadre de la porte de la réserve, ce qui était la seule rumeur vraie. Denise avait travaillé 4 heures après son poste. Elle tomba à côté de Ruth sans un mot et marcha avec elle jusqu'à l'ascenseur comme un honneur de une. « Ils ont sorti ton dossier, » murmura Denise. « Whitmore est avec Foss depuis 8 heures. D'après ce qu'on dit, il appelle ça des qualifications frauduleuses. Mes qualifications sont réelles. » Je sais, bébé, mais ton dossier a un trou de la taille du Texas. Lycée en Ohio, puis rien pendant 17 ans, puis école d'infirmière sombre à 35. Whitmore dit à tout le monde qu'une personne sans rien à cacher n'a pas 17 ans manquants. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ruth entra. Ruthie. Denise tint la porte d'une main. Ses yeux étaient ronds farouches et humides. Quoi qu'il y ait dans ces années, quoi que ce soit, tu viens me trouver après, tu entends ? Je t'entends, Sdé. La salle de conférence administrative sentait le café brûlé et le tonnerre. Foss s'assit à la tête de la table en regardant malheureux. Whitmore était à côté de lui comme un homme qui avait déjà écrit son discours de victoire. Son dossier personnel était ouvert entre eux. « Madame Callahan,
Foss s'éclaircit la gorge. Dinania? La nuit dernière, tu es sur mes messants. Tu as effectué une intervention vasculaire invasive en dehors de ton champ de pratique, contre l'ordre direct du médecin traitant. J'ai appliqué une pression directe sur un vaisseau saignant, dit Ruth. C'est dans le champ de pratique de quiconque a deux mains. Demande au chirurgien s'il aurait eu un patient sans. Descensi si Pantegen. La déclaration du docteur Osé est supportive, admit Foss. Il glissa une page sur la table. Ruth n'avait pas besoin de la lire. Elle pouvait voir la dernière ligne d'Osé à l'envers. Son intervention était la seule raison pour laquelle le patient avait atteint ma table en vie. Toute revue qui le punit devrait se revoir elle-même. Le docteur Osé n'était pas dans la pièce quand elle m'a contremandé, coupa Whitmore. Il se pencha en avant. Arrêtons le danse. D'où une infirmière de nuit apprend-elle des procédures de combat, Callahan? D'où apprend-elle à organiser une baie de trauma comme si elle la possédait? J'ai vérifié avec le Conseil d'État. Ta licence est vieille de 4 ans. Avant l'école d'infirmière, tu es un fantôme. Il tapa sur le dossier. 17 ans. Soit tu as falsifié cette demande, soit tu étais quelque part où on ne veut pas qu'on sache. Quel crime est-ce? Ruth le regarda un long moment. Elle pouvait finir ça avec un coup de téléphone, un nom, un numéro, et des hommes avec des étoiles sur leurs épaules enterraient Earl Whitmore en excuse. Elle l'avait mérité ce coup de téléphone une centaine de fois dans des endroits que cet homme ne pouvait pas trouver sur une carte. Mais le coup de téléphone venait avec un coup, il venait toujours. Le moment où elle le ferait, Ruth Callahan, l'infirmière, mourrait, et l'autre viendrait. L'autre avec le drapeau plié et les sièges vides et les noms qu'elle récitait au lieu de prier. Mon dossier de service est fédéral, dit-elle doucement. Des portions ne sont pas diffusables. Le trou dans mon dossier est légal. C'est documenté avec le conseil de la licence. Et ça ne te regarde pas. Dossier de service? Whitmore rit. Qu'est-ce que tu étais? Une comptable d'approvisionnement, chère Force. Les dames faisaient du papier à l'époque, chérie. Quelle que soit la fantaisie que tu as construite. Docteur Whitmore. La voix de Foss craqua une mise en garde. Non, Gérald. Je suis fini de câliner ça. Whitmore se leva, boutonna sa veste et livra sa sentence avec délice. Assis-toi. En attendant une enquête complète sur les qualifications, tu es suspendu sans solde, effective immédiatement. Un signe sur la table. Et quand le conseil tire ta licence, je m'assurerai personnellement que tous les hôpitaux du Tennessee savent pourquoi. La pièce resta silencieuse. Ruth leva lentement la main et détacha son insigne. 3 ans de poste de nuit. La photo dessus montrait une femme avec le menton baissé, un sourire le plus petit possible. Elle le posa sur la table sans un bruit. Le garçon Ramirez au lit 6, dit-elle à Foss. Ses cultures reviennent cet après-midi. Assure-toi que le poste de jour surveille sa tension, s'il décompense silencieusement. Elle se tourna vers Whitmore. Des tasses. Et la mère de Marcus Hale a été dans la salle d'attente chirurgicale pendant 14 heures. Quelqu'un devrait lui dire que son fils est vivant. Ça devrait être un docteur. Essaie d'être un. Elle sortit. Derrière elle, elle entendit Whitmore murmurer « Enfin ». 4 étages plus haut, dans une pièce où la fenêtre était ouverte contre les règlements, Eleanor Mercer passait une bonne heure. Ça arrive parfois à la fin. La marée descend et puis revient 1 ou 2 fois, haute et claire, comme pour dire au revoir proprement. « Tu ne manges pas !» dit-elle à son petit-fils. « Grand-mère, je viens de manger littéralement. Une infirmière m'a apporté à manger la nuit dernière, 2 sandwichs. » « À quelle infirmière ?»« Rouquine grande, celle qui ouvre ta fenêtre. » Eleanor sourit avec ses yeux fermés. « Ruth. Elle tient ma main la nuit quand elle pense que je dors. Elle a des callosités dans des endroits étranges pour une infirmière. Elle ouvrit un œil net comme une fille, et elle vérifie la porte. Tu fais ça aussi. Tu crois que je ne vois pas, mais je vois. » Le téléphone de Danny vibra. « Papa. » Il entra dans le couloir. « Parle-moi !» Nous sommes à 40 minutes. La voix de son père avait du bruit de moteur derrière, et quelque chose d'autre. Quelque chose d'énorme qui tenait très encore. Des tensi... Les bus sont passés par Nashville plus lourds que prévu. Des équipes de gars continuèrent d'arriver au point de prise, retraités, actifs,
Un couple de vieux maîtres chefs crusty des associations du Vietnam qui ne diraient pas non. Une pause. Fils, j'ai arrêté de compter à 180. Danny s'appuya contre le mur. Papa, qu'est-ce exactement le plan ici? Aucun plan. Aucun bruit. Pas de caméra. Pas de chant. Ce n'est pas ça. Ray Mercer respira une fois profond et lent. 15 ans, je dois une dette que je ne pouvais pas payer parce que je ne pouvais pas trouver la porte. Maintenant, j'ai trouvé la porte. Nous allons nous tenir devant et nous allons dire merci comme des professionnels. C'est tout. C'est tout. Papa, il y a quelque chose que tu devrais savoir d'abord. Ils l'ont suspendu ce matin pour avoir sauvé ce gosse. Son chef l'a appelé fraude devant tout le monde. Le bruit de moteur remplit un long silence. Répète, dit Ray Mercer très doucement. Alléluia nem. Ils ont pris son insigne, papa. Elle doit probablement partir du bâtiment maintenant. En bas, Ruth Callahan traversa le hall avec les mains vides et sa colonne vertébrale droite. Parce que quoi qu'ils prennent, la sortie était sienne. Le mur de verre du hall faisait face au parking, et le soleil de l'après-midi se déversait à travers. Et c'est là que le premier bus tourna dans la rue de Jefferson, puis le deuxième, puis le troisième, et derrière les bus vinrent les camions. 10, 20, 40 d'entre eux, remplissant le parking rangé par rangée dans un ordre propre comme s'ils l'avaient répété. Et de eux descendirent des hommes, gros hommes et maigres, barbe grise et fade frais, jeans et flanelles, et chemises d'unité ancienne. Et chaque seul d'entre eux bougeait de la même façon, sans se presser, certain, silencieux. Le hall se vida vers la vitre. Les téléphones sortirent. Un garde de sécurité murmura dans son radio « Je ne sais pas, monsieur 200. Ils sont juste debout là. Ils ne se tenaient pas au hasard. Ils formèrent des rangs. Rangs, files, guides en ligne sans un mot parlé. 180 hommes s'habillaient les uns les autres dans un parking d'hôpital à Memphis, Tennessee, faisant face aux portes d'entrée comme les portes leur devaient en quelque chose. La circulation sur la rue de Jefferson ralentit, puis s'arrêta. Les conducteurs sortirent de leur voiture. Quelqu'un de l'autre côté de la rue enleva son chapeau sans savoir exactement pourquoi, seulement que son père l'aurait fait. Foss courut. Whitmore vint derrière lui, et son visage était passé à la couleur de la bouillie d'avoine. « C'est une manifestation » chuchota Foss. « Un procès ? Callahan ? Est-ce que tu, Callahan ?» Ruth se tint très encore à la vitre. Son cœur faisait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 6 ans de poste de nuit, depuis 3 ans de Whitmore, depuis 18 minutes sur une artère fémorale d'un garçon. C'était battant. Au centre de la formation se tenait un homme de montagne, 60 ans, barbe grise, avec une canne qu'il détestait clairement. Et même à 70 mètres, à travers la vitre et le soleil et 15 ans, elle le connaissait. Le sang coula de son visage. « Oh non !» dit-elle à personne. « Non, non, non !» La montagne commença à marcher vers les portes. « Avant de savoir ce qui se passe ensuite, je veux te demander quelque chose, ami. Est-ce que quelqu'un t'a jamais vu quand le reste du monde te regardait passer ? Ou est-ce que tu as jamais découvert que quelqu'un que tu sous-estimais était discrètement extraordinaire ? Partage ton histoire dans les commentaires, parce que quelqu'un qui lit ce soir pourrait en avoir besoin plus que toi. Et si cette histoire te retient, assure-toi d'être abonné avec les notifications maintenant. Retour à Memphis. La porte coulissa et le maître-chef Raymond Mercer, United States Navy retraité, entra dans le hall de l'hôpital communautaire de Jefferson Street comme de la météo qui arrive sur le rivage. La sécurité ne l'arrêta pas. La sécurité n'aurait pas pu expliquer pourquoi. Il s'arrêta un pas à l'intérieur, enleva son chapeau et balaya la pièce une fois. Ses yeux passèrent sur Foss, sur Whitmore, sur 40 civils figés. Ils s'arrêtèrent sur Ruth, sur les cheveux roux, sur le avant-bras droit où sa manche était roulée jusqu'au coude. La mâchoire du gros homme bougea. Ses yeux, durs comme des rivets une seconde plus tôt, se remplirent et brillèrent. « Madame !» dit-il. Sa voix sortit rugueuse. « Je m'excuse pour la foule. Nous ne sommes pas ici pour causer des problèmes à ton hôpital. » Il prit une respiration qui bougea tout son cadre. Vallée de la rivière Argandab, printemps 2011. Un hélicoptère de sauvetage est venu dans une zone chaude qu'il n'avait aucune affaire de venir, et quelqu'un est sorti de lui et a mis son poing dans ma jambe, et m'a chevauché 19 minutes à Kandahar, et n'a jamais lâché. Je cherche cette quelqu'un depuis 15 ans. Le hall ne respira pas.
Ruth se tint avec les mains lâches de chaque côté. Chaque instinct qu'elle possédait hurlait les anciens ordres, dévier, nier, disparaître. Elle les avait obéis pendant 6 ans, et il l'avait regardée sûre, et il l'avait regardée enterrée, et elle en était fatiguée de la tombe. Danny apparut au bord du hall, et derrière la vitre 180 hommes se tenaient immobiles au soleil, et en haut, une vieille femme mourait avec sa fenêtre ouverte, et quelque part dans ce bâtiment un garçon de 19 ans était vivant avec 1 heure écrite sur son front. 6 ans dans la tombe était assez. Ruth leva le menton. « Tu as parlé tout le vol » dit-elle. Sa voix portait niveau et clair dans le silence. « Tu m'as insulté dans 3 langues pour que je sache que tu étais encore vivant, et quelque part au-dessus de la rivière tu as attrapé mon casque et dit que tu avais un garçon à la maison. » Ses yeux trouvèrent Danny. « Je suis contente que tu aies tenu ta promesse, maître-chef. » Ray Mercer fit un son comme une poutre qui prend du poids. La canne trembla une fois contre le sol. « C'est toi, chuchota-t-il. 15 ans, c'est toi. C'était mon travail. C'était ma vie. » Il se redressa à sa pleine hauteur, et sa voix descendit dans un registre qui fit trembler la vitre. « Designardez ici, c'est... Et on me dit que ce matin cet bâtiment a pris ton insigne pour avoir fait ce travail encore. Maître-chef, je vais te demander une question, madame, et j'aimerais que tu répondes plein parce que 180 hommes ont conduit toute la nuit sur la force d'une histoire. D'une histoire. » Ses yeux tinrent les siens. « Qui es-tu » Et là, la porte qu'elle avait soudée fermée s'ouvrit. Whitmore choisit exactement ce moment pour trouver sa voix. « Maintenant, attends. Cette femme est suspendue en attendant une enquête sur la fraude, qui que vous soyez. Et je n'aurai pas quelque théâtre sœur. » Ray Mercer ne leva pas la voix. Il tourna simplement la tête, et la sentence de Whitmore mourut de cause naturelle. Je ne parlais pas à toi. Ruth faillit sourire. Faillit. Puis elle plaça ses épaules, et les 3 ans de petitesse prudente tombèrent d'elle comme un manteau. Et elle le dit à voix haute pour la première fois depuis les funérailles. Nebadatsrom, Sergent-major Ruth Callaghan, United States Air Force Pararescue, 38e escadron de sauvetage. 17 ans, 11 déploiements. Une pause. Que les autres vivent. Le slogan traversa le hall comme un courant. À travers la vitre, elle vit s'attoucher la formation. Voit 180 hommes prendre ça comme une voûte. Voit l'ondulation d'hommes qui se redressaient déjà d'eux-mêmes. Ray Mercer recula, se mit au garde-à-vous, et rendit un salut si lent et si précis qu'il faisait presque mal à regarder. « Sergent-major, dit-il, au nom de mes frères, au nom de mon fils, merci. » À travers le mur de verre sans ordre donné, 180 mains droites montèrent comme une. Denise arriva essoufflée du garage où quelqu'un l'avait appelée, et s'arrêta mort dans le hall, et mit les 2 mains sur sa bouche. 3 ans de tremblement et de balai. Eh oui, docteur. Et là se tenait son ami dans les mêmes baskets usées, honoré comme un drapeau. Ruth retourna le salut, et sa main ne trembla pas, et la moitié du hall pleurait, et c'était le moment où les radios sonnèrent. Chaque radio à la fois. Tous les unités disponibles. Tous les unités disponibles. Collision multivéhicule. I-40 Ouest à l'échange de Danny Thomas Brouillard. 30 plus de victimes estimées. Jefferson Street, tu es la réception principale. Répète, principale. Fosse devint blanc. On ne peut pas. Le poste de jour et 8 infirmières. On n'a pas. On ne peut pas prendre 30. Tu peux, dit Russ. Tout le monde la regarda. Monsieur Foss, ton hôpital est debout dans le même parking que plus d'expérience médicale de combat que n'importe quel bâtiment dans cet état. Elle bougeait déjà, roulait déjà ses manches, et sa voix était allée dans l'autre endroit, l'endroit de la gravité. Maître-chef, combien des tiens ont des qualifications médicales ? Ray Mercer sourit comme un loup. Madame, j'ai des corps médicaux, 18 Delta, PJ, infirmiers de vol, et au moins une douzaine qui travaillent comme pompiers et infirmières de trauma dans leur vie civile. Tu as une valeur de bataillon. Alors j'ai besoin d'eux triés en groupe de compétences en 4 minutes. Tout le reste fort d'Oli et bouge les fournitures. Elle se tourna. Foss, j'invoque ton protocole de désastre. Dis oui. Tu es suspendu, dit Whitmore, mais ça sortit petit. Ruth le regarda pas en colère. Pire que colère. Propre.
Docteur, dans 11 minutes, cette baie d'ambulance se remplit de tes voisins. Tu peux passer ces minutes sur mon insigne, ou tu peux entrer dans le bloc et être le chirurgien que tu as passé 30 ans à devenir. Je sais lequel tes patients ont besoin. Choisis. Une longue seconde. 2. Puis quelque chose dans le visage d'Earl Whitmore se craqua. Fierté ou la coque autour de quelle que soit la fierté qui protégeait. Et en dessous, à la surprise de tout le monde, y compris le sien, était un docteur. Damia! Dis-moi où tu as besoin de moi, dit-il. Trauma 1. Les rouges viennent à toi d'abord. Le docteur Osei prend Trauma 2. Elle était déjà à travers les portes, dans le soleil, vers la formation. Maître chef, les appels médicaux rangés de front sur moi. Ce qui s'est passé pendant les 3 heures suivantes entra dans la légende de Memphis. Brouillard et acier tordu ont livré 34 victimes à un hôpital de comté en ruine. Et l'hôpital de comté ne s'est pas brisé parce que son parking fonctionnait comme un hôpital de champ à la province de Kandahar. Ruth Callaghan se tint à la bouche de la baie d'ambulance avec un marqueur et une voix qui ne montait jamais et ne pressait jamais, triant les blessés d'un regard. Rouge, jaune, vert. Les temps allèrent sur le front, 30 secondes par patient, parfois moins. Respiration, perfusion, statut mental, suivant, les corps médicaux. S'ils prirent ces ordres comme s'ils avaient dit servi sous elle pendant des années, parce que la compétence est une langue, et elle la parlait sans accent. L'ambulance 9 apporta un camionneur gros qui avait pris la colonne de direction dans la poitrine. Il était gris, haletant, veines debout dans son cou comme des cordes. Ses sons de souffle étaient allés silencieux à gauche. Sa tension baissait pendant que le pompier regardait. Pneumothorax de tension, dit Ruth. Elle était déjà gantée. 14 gauges. Un corps médical retraité frappa l'angiocate dans sa paume, comme s'ils avaient répété. Elle trouva son repère au toucher, deuxième espace intercostal, ligne médio-claviculaire, et installa l'aiguille par-dessus le dessus de la côte en un geste lisse. Le sifflement de l'air piégé qui s'échappait était assez fort pour que 3 personnes se tournent. Voilà, gros homme, dit-elle, regardant la couleur remonter dans son visage, la tension remonter sur le moniteur. Tu vas te sentir comme si tu avais été donné un coup de cheval. C'est la bonne nouvelle. Tagle rouge, tube de poitrine. Prochain mouvement. 12 secondes, du début à la fin. Le jeune pompier qui avait amené l'homme dans ce teint-là, avec la bouche ouverte, jusqu'à ce qu'un frogman de 80 ans le ferme doucement pour lui. Denise travaillait le panneau à côté d'elle, et regardait son ami commander 200 personnes tassant avec ses sourcils. À 3 ans, dit Denise à personne, mettant à jour le compte. 3 ans que je dis à cette femme qu'elle travaille trop quiette. Un vieux frogman, retraité avec des cheveux argentés, maintenait la pression sur le bras d'un adolescent, et lui racontait des histoires de mère jusqu'à ce que le garçon arrête de trembler. Danny Mercer portait des lits jusqu'à ce que ses mains saignent. Walter Boone, sorti ce matin, refusa de partir et dirigeait la circulation dans le parking avec sa canne comme si c'était Incheon. Quelqu'un de la femme, qui avait roulé jusqu'à Virginia Beach, installa une table de sandwich et de café et fit manger les verres. Et ça s'est avéré qu'elle était infirmière aux urgences à Norfolk depuis 20 ans. Alors, elle prit les blessés ambulants, aussi. Et dans le trauma 1, Earl Whitmore opéra pendant 3 heures d'affilée et était, de tout compte, brillant. 2 fois il envoya un coureur à la ligne de triage, pas pour contremander, mais pour demander « À qui elle veut que je vienne ensuite ?» 34 ans, 34 vivants à la tombée du jour. Les camions de télévision locale arrivèrent autour de l'heure 2, attirés par un scanner trafic, et la vue impossible de ce qui ressemblait à un bataillon dans un parking d'hôpital. Ils eurent des images qui passeraient nationalement le matin. Une ligne d'hommes à barbe grise passant les fournitures main dans la main. Et au centre du cadre, une infirmière grande, cheveux roux en blouse bleue vive, écrivant sur le front d'un étranger. Personne dans ce parking ne leur dirait son nom. Madame et... Madame, monsieur, qui est en charge ici ? Un journaliste continuait de demander. L'infirmière. Ainsi il répondit, marchant avec un lit. Quelle infirmière ? L'infirmière ? Quand la dernière ambulance partit, la formation se réassembla d'elle-même sans ordre, fatiguée et tachée de sang. Et Ruth marcha la ligne 2 une fois, comme elle avait marché des lignes avant, et serra chaque main et obtint chaque nom. Parce que tu prends les noms quand le jour est bon. C'est le commerce pour l'autre genre de jour.
Foss la trouva à la baie d'ambulance après, avec les papiers de suspension dans ses mains, déchirés en 8 morceaux. Je ne sais pas quoi dire, sergent-major. Ruth va bien. Non, dit une voix derrière eux. Ray Mercer, bras croisés, regardant le soleil se coucher sur le parking. Ce n'est vraiment pas le cas, pas plus maintenant. Marcus Hale se réveilla le 3e jour et posa 2 questions. Où est ma maman? Et qui a écrit sur ma tête? Sa mère n'avait pas quitté l'hôpital en 70 heures. Quand Ruth monta pour vérifier, la femme traversa la pièce et serra ses mains et ne pouvait pas parler, alors elle non plus. Et ni Ruth. Et les deux se tinrent là un moment en se tenant, en disant tout. Le chirurgien dit qu'un autre pouce et rien ne me sauve, dit Marcus. Sa voix était un murmure avec un sourire dedans. Dit qu'une infirmière a tenu mon artère fermée avec son poing pendant 18 minutes, c'est vrai? Plus ou moins. Ton bras ne s'est pas fatigué? Oui, dit Ruth. C'est le travail. Quelque chose fait mal, alors quelqu'un d'autre grandit. Le meilleur commerce qu'il y a. Le garçon pensa à ça comme les 19 ans pensent à des choses qui vont tranquillement guider le reste de leur vie. Je voulais abandonner le cours de MT que j'ai signé, dit-il. Je ne dirai à personne, juste partir. Et maintenant? Maintenant, j'ai 1 heure écrite sur ma tête, et je ne quitte rien. Ruth cligna des yeux, et c'était là encore. La marée à l'intérieur de sa poitrine chaude et terrible. Elle avait passé 6 ans à croire que ses mains étaient seulement bonnes pour ce qu'elle n'avait pas tenu. Les preuves contre cette croyance devenaient grossières à propos de ça. La réunion du conseil eut lieu vendredi. Gerald Foss le posa clairement. La suspension, le dossier, les 17 ans manquants, et puis les lettres. Parce que les lettres avaient commencé à arriver mercredi. De la communauté navale de la guerre spéciale, d'une association de sauvetage de l'Air Force, d'un sénateur des États-Unis dont le bureau avait pris un intérêt, de la mère de Marcus Hale, écrite sur papier de cahier. La présidente du conseil les lut à voix haute, et dut s'arrêter et se verser de l'eau. Et de 41 membres du personnel de l'hôpital, menés par une vétérane de 20 ans nommée Denise Jackson, dont la lettre était une phrase longue. Si elle part, je pars. Et je prends le poste de nuit avec moi. Pour la documentation, dit la présidente du conseil sèchement, le conseil juridique de l'hôpital conseille que suspendre à nouveau cette infirmière particulière constituerait la décision la moins survivable de l'histoire de la médecine du Tennessee. Earl Whitmore se leva avant que le conseil ne vote. Il ressemblait à 10 ans plus vieux et d'une certaine façon plus léger, comme un homme qui avait posé un bagage qu'il avait oublié qu'il portait. J'ai été médecin pendant 31 ans, dit-il. Quelque part au milieu d'eux, j'ai arrêté de voir les gens avec qui je travaillais et commencé à les classer au lieu. Médecin au-dessus des infirmières, homme au-dessus des femmes, Vanderbilt au-dessus de tout le monde. Il posa l'insigne de directeur de l'urgence sur la table. Mercredi, j'ai regardé une infirmière courir la réponse de masse aux victimes la plus fine que j'ai jamais vue ou lue, après avoir essayé d'arrêter sa carrière pour avoir sauvé la vie d'un adolescent devant moi. Je l'ai appelée comptable d'approvisionnement. Je lui ai fait chercher mon café, messieurs, pendant 3 ans pendant qu'elle me laissait parce qu'elle protégeait quelque chose que je n'étais pas homme assez pour imaginer. Sa voix se prit, récupéra. Il n'y a pas de classement qui survive ça. J'aimerais démissionner comme directeur, et j'aimerais rester au personnel si elle veut bien parce que apparemment j'ai encore des choses à apprendre. Et pour la première fois depuis longtemps, je sais exactement d'où j'aimerais apprendre. Le conseil accepta la démission. Ruth, regardant de l'arrière, ne l'enjoya pas comme elle l'avait une fois imaginé en jouir de telles choses. La justice, ça s'avéra, était plus silencieuse que la vengeance et plus lourde que les deux. Il la trouva dans le couloir après. L'excuse était courte, directe, et ne s'excusait pas. Elle le laissa finir tout le long à la fin parce qu'il l'avait mérité le malaise, et elle n'allait pas le voler de lui. Le cours de médecine tactique commence dans 6 semaines, dit-elle. Samedi, 6 heures. Apporte le café, 2 sucres. Whitmore la fixa. Puis il rit, un vrai, rouillé de désuétude, et quelque chose entre eux s'installa dans sa bonne place. Eleanor Mercer mourut un mardi soir, 11 jours après que son petit-fils soit rentré avec la fenêtre ouverte et l'air de Memphis qui bougeait le rideau.
Danny tint une main, son père l'autre. Ruth se tint dans la porte où la famille avait insisté qu'elle se tienne parce que Eleanor avait insisté d'abord. La vieille femme ressurgit une dernière fois près de la fin, trouva le visage de Ruth dans la porte et sourit avec toute son histoire. « Voilà, tu es là, dit-elle. Celle qui ouvre la fenêtre. » Ses yeux allégés quelque part déjà restèrent vifs une seconde finale. « Arrête de te cacher de la lumière du jour, enfant. Il a cherché pour toi. » Elle partit à minuit, facile comme une marée qui part. Danny pleura comme le garçon qu'elle avait élevé. Son père se tint à la fenêtre avec sa main à plat contre le cadre, et après un moment, il la poussa ouverte un autre pouce, et l'air de la nuit vint de la rivière. Et c'était le panégyrique qui comptait le plus. Ils firent le drapeau à Jefferson Street au demi-temps pour elle, ce qui n'était pas du protocole, et personne ne se souciait. C'était Ray Mercer qui finit par demander la question que tout le monde avait cerclée. Ils s'assirent sur le dock de chargement des urgences au crépuscule 2 jours plus tard. 2 cafés, un maître-chef ancien et un sergent-major regardant les lumières s'allumer sur le parking. Désenthousiasmé. Les années de la boîte à chaussures, dit-il. Tu ne me dois rien, mais je la porterai si tu me laisses. Et Ruth, qui n'avait jamais dit ça à voix haute, le dit à voix haute. Manalemon de Mars 2020, mission de sauvetage montagne. Météo s'est tournée. Notre hélicoptère est tombé sur les graisses, avec un survivant à bord qu'on venait de tirer d'une falaise. Son pouce trouva la cicatrice de brûlure et se reposa dessus. Je me suis réveillé dans la neige 40 pieds qu'au de l'incendie. Personne d'autre ne l'a fait. 5 équipages, un survivant et moi. 17 ans, 11 déploiements, centaines de sauvetages, et la dernière chose que ma carrière ait fait était de soustraire 6 personnes du monde. Ce calcul est faux, Besson Senzizi. Je sais que le calcul est faux, maître chef. Je le sais depuis 6 ans. Le savoir et le croire sont différents muscles. Elle regarda le parking. Le conseil m'a donné une médaille pour ce que j'ai fait dans cette neige avant que le deuxième oiseau n'arrive. Je ne l'ai jamais sorti de la boîte parce que les gens qui pouvaient me dire si j'avais mérité étaient sur le manifeste. Une longue respiration. Alors, je suis sorti, suis allé à l'école d'infirmière, ai choisi l'hôpital le plus invisible d'Amérique, et j'ai fait la version la plus invisible de la seule chose que je sais comment faire. Je me suis dit que c'était de l'humilité. C'était un spot de cachette. Ray hocha la tête lentement. Il ne lui donna pas une leçon. Les hommes comme lui ne le font jamais. Il but son café et laissa le crépuscule faire un peu du travail d'abord. La nuit, je me suis fait frapper, dit-il enfin. J'ai fait 2 promesses sur ce brancard. Aller à l'école avec mon garçon et te trouver. Il tourna la tête. Ça m'a pris 15 ans pour tenir la deuxième. Et tu sais ce que j'ai appris en chemin ? Ceux qui nous sauvent ne peuvent pas décider qu'ils n'étaient pas dignes d'être sauvés. Ce n'est pas leur appel. Ça appartient à nous. Il se leva, articulation craquant, et posa sa main. 180 d'entre nous sommes venus à Memphis. Tout le monde est vivant parce que quelqu'un a refusé de cesser de travailler un problème. Tu veux honorer 5 personnes qui auraient détesté ton spot de cachette ? Va être trouvable. Le programme a lancé cet automne. Le cours Callahan. Le personnel l'appelait. Même si la pancarte sur la porte disait programme d'entraînement en médecine tactique et austère, hôpital communautaire de Jefferson Street, financé conjointement par une fondation Navy Seal et une association de sauvetage qui ne dirait pas non. La même fondation a discrètement rééquipé l'urgence pendant que ça. Nouveau moniteur, nouveau base de trauma, une machine de distributeur dans la cafétéria qui n'avait jamais volé un centime dans sa vie. Les infirmières vinrent, pompiers vinrent, petits docteurs d'urgence de petite ville vinrent de 3 États. Un étudiant EMT en récupération de 19 ans nommé Marcus Hale s'assit à la première rangée, à l'heure, chaque fois, avec une cicatrice pâle dans la jointure de sa hanche et un sens du travail qui effrayait les gens. Pearl Whitmore apporta le café, 2 sucres, et prit des notes comme une première année. Elle tourna 3 contrats fédéraux et un très poli coup de téléphone de Washington. Elle était finie d'elle-même, mais elle ne retournait pas. Certains gens retournent à la montagne. Certains gens construisent une école à la base et enseignent à tout le monde le reste comment grimper. Un dimanche en octobre, Ruth Callahan prit la boîte à chaussures de la tablette du placard. À l'intérieur, un béret marron,
Un photographié plié de 6 personnes s'appuyant sur un hélicoptère riant à quelque chose que la caméra n'avait jamais su. Médaille qu'elle n'avait jamais encadrée, y compris une qu'on ne donne qu'un jour qui était très mauvais, et tu as refusé d'agir comme ça. Elle s'assit avec la photo un long moment. Puis elle dit les 5 noms à voix haute, lentement, comme tu dis les noms que tu comptes garder, et accrocha la photo près de la fenêtre où la lumière du jour pouvait la trouver. Lundi soir, de retour au poste, elle croisa Walter Boone dans le couloir pour son contrôle, et le vieux vétéran s'arrêta et se redressa autant que sa colonne le permettrait, et leva sa main à son front tenant le salut jusqu'à ce qu'elle le retourne. « Je l'ai su la première nuit, dit-il. Ça prend un pour en connaître un. Denise travaille toujours le poste de nuit à côté d'elle, et lui pousse toujours un café froid à 2 heures du matin, et n'a jamais demandé qu'une question sur les 17 ans. Ça valait le coup ? Ruth y pensa un tout entier une minute, regardant le panneau, les lits. Le garçon aux 6 dormant avec sa fièvre enfin cassée. Déducro. Demande-moi un soir comme celui-ci, dit-elle, et la réponse est oui. C'était toujours oui. J'ai juste oublié comment l'entendre. Voici ce que les gens de Jefferson Street ont appris cette année, et ce qu'ils te diront encore si tu les demandes. La personne la plus capable dans le bâtiment pourrait être celle qui pousse le balai. La gentillesse n'est jamais perdue. Un repas de 5 euros peut voyager 1000 milles et revenir comme une armée. Et le respect n'est pas quelque chose qu'un titre décent. C'est quelque chose que le caractère donne tranquillement chaque poste jusqu'à un matin où le monde entier se montre à la porte pour le redonner. Alors regarde à nouveau les silencieux. Remercie les uns qui servent et ne disent pas. Tu ne sais jamais qui est debout juste devant toi. La fin. Si l'histoire de Ruth t'a touché quelque chose ce soir, ne le garde pas pour toi. Appuie sur ce bouton j'aime pour que plus de gens puissent retrouver cette histoire. Dis-nous dans les commentaires quel moment t'a le plus frappé, le repas, le salut ou la boîte à chaussures. Et si tu ne l'as pas encore, abonne-toi et allume les notifications parce qu'il y a plus de badges silencieux là qui attendent d'être révélés. De la part de nous tous chez Secrets of Silent Badges, merci d'avoir écouté. Et souviens-toi, tu ne sais jamais qui est debout juste devant toi. Imaginez une infirmière discrète, Ruth Callahan, à Memphis, qui paie un repas à un soldat affamé un soir ordinaire. Ce geste simple de gentillesse, un sandwich, un café, un sourire, n'a rien de spectaculaire. Jusqu'au moment où elle doit sauver une vie dans les urgences. Ce qui commence comme un acte de compassion humaine se transforme en une révélation explosive. Un point ferme contre une artère fémorale, 18 minutes de pression directe, le temps inscrit en lettres nettes sur un front pour que personne ne manque jamais. Et soudain, des centaines d'hommes, venus du monde entier, débarquent comme une vague de soutien, honorant une femme que personne ne remarquait vraiment. Ce récit nous enseigne quelque chose de profond. La vraie valeur d'une personne ne se voit jamais au premier regard. Ruth Callahan n'était pas une héroïne pour son patron, juste une infirmière qui lavait les sols. Pourtant, elle portait en elle un courage infini, un amour silencieux pour l'humanité. Un petit geste de solidarité peut rallier une armée de ceux qui se battent pour ce qu'ils croient. La gentillesse n'est jamais perdue, même si elle semble anodine. Elle peut ouvrir des portes que personne n'imaginait fermées. Ce soir, ces histoires de badges silencieux nous rappellent que le monde regorge de gens extraordinaires qui font le bien sans chercher la gloire. Votre tour maintenant. Quel geste de gentillesse vous a marqué ? Quel moment de cette histoire vous a touché le cœur le plus fort ? Partagez-le en commentaire, car quelqu'un a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous aimez ces récits inspirants, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Parce qu'il y a toujours un nouveau badge silencieux à découvrir. Et peut-être le vôtre.